Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. On a la chance ce matin de s'entretenir avec un vrai spécialiste des politiques internationales, chercheur au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal, qu'on appelle communément le Cerium. On parle avec Jocelyn Coulon. Bonjour, M. Coulon. Bonjour. Je suis vraiment ravi d'avoir la chance de pouvoir échanger avec vous parce que, de toute évidence, vous avez beaucoup de vécu au niveau de ces relations internationales et aussi, vous avez écrit une lettre ouverte tout récemment sur le fait que les élections américaines et le colistier de Donald Trump, je résume, vous avez dit c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Dites-moi pourquoi. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine parce que J.D. Vance, c'est celui dont on parle, et maintenant est un sénateur républicain, mais maintenant il est candidat à la vice-présidence et pourrait devenir vice-président des États-Unis au mois de janvier. Et il a toujours montré sa détestation du gouvernement ukrainien et peut-être même de l'Ukraine dans sa totalité. C'est pas la première fois qu'il s'exprime sur ce sujet-là. Il a voté contre l'aide massive américaine à l'Ukraine au mois d'avril dernier. Vous vous souviendrez que c'était quand même une enveloppe de 60 milliards de dollars qui s'ajoutait à plusieurs dizaines d'autres milliards de dollars. Lui, il estime que cet argent va nulle part puisque l'Ukraine et les États-Unis n'ont pas de plan pour sortir de cette guerre. Et son deuxième argument, c'est que les États-Unis doivent plutôt se préoccuper de ce qui se passe en Asie et non pas en Europe. Laissons les Européens régler cette affaire ukrainienne et nous, les Américains, tournons-nous vers la menace actuelle et future que représente la Chine et la montée des grandes puissances indo-pacifiques. Alors, je vous résume ça assez rapidement, mais c'est sa pensée. Et il est évident que M. Zelensky a dû trouver la semaine longue. De toute évidence, quand son principal allié, en plus, l'a appelé Vladimir Poutine, ça m'a rappelé, j'ai eu des échos de notre gaffe d'Anthony Rota à la Chambre des communes quand il a ovationné, il a demandé l'ovation d'un ex-nazi. C'était très embarrassant, mais on comprend le contexte pour M. Biden. Vous qui êtes vraiment ferré en matière de relations internationales, quelle est votre lecture de ce qui se passe aux États-Unis actuellement? Est-ce que M. Biden, on sait tous qu'il est compétent, mais est-ce que vous croyez que les carottes sont cuites de son côté avec la sanctification qu'a vécu M. Trump après sa tentative d'assassinat? Je pense qu'il y a deux aspects ici. Il y a d'abord la condition physique, la condition médicale de Biden. Comme disent la plupart des observateurs, les choses ne vont pas s'améliorer. Parce que quand vous êtes dans un processus de vieillissement comme l'est Biden, vous vous rendez bien compte que peut-être qu'en ce moment, il parle un peu mieux qu'il y a 2 semaines, mais peut-être que dans un mois, sa situation médicale va s'être dégradée encore plus. Les médias américains ont montré des entrevues il y a à peine 2 ans où il était très réveillé, si je peux m'exprimer ainsi, et des entrevues aujourd'hui où là, il cherche ses mots, il s'enfarge, etc. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il veut rester? Il s'accroche, mais il y a les autres membres du Parti républicain qui ont l'air de le pousser dans le dos. Mais j'imagine qu'il peut rester. La deuxième chose, c'est évidemment Donald Trump est devenu un saint. Il a survécu à la tentative d'assassinat. Souvenez-vous que ça avait été mal quand il avait attrapé la COVID. Je pense que c'est en 2020 ou 2021. Il avait été hospitalisé pendant plusieurs jours et les médecins craignaient pour sa santé. Donc, par 2 fois, c'est pratiquement un ressuscité. Alors, vous vous imaginez que les républicains sont gonflés à bloc. Ouais. Le camp démocrate est pris avec un petit vieillard qui s'accroche et le camp républicain est pris, ou en tout cas estime avoir le bonheur et la chance d'avoir, oui, un vieillard, mais en pleine santé. Ouais.
Oui, absolument. Et d'attaque, complètement d'attaque. Dites-moi, Ah oui. je vais vous poser une question qui va vous paraître très candide. Mais, et j'aimerais ça qu'on puisse se parler après de, bien sûr, nos relations internationales canadiennes. Mais une question candide sur les politiques de relations internationales des pays. Quand on entend les différences d'opinion de J.D. Vance qui dit, ben nous, on devrait se spécialiser dans les conflits en Asie et laisser l'Europe se dépêtrer avec l'Ukraine. En soi, ça fait plein de sens. Tu sais, comme l'Ukraine, c'est quand même très proche de l'Europe de l'Ouest standard qu'on connaît bien, les vieux pays, comme on disait quand j'étais petit. Mais en quoi la politique internationale, c'est si important? De toute évidence, du côté de M. Vance, il y a un axe paranoïaque qui l'anime, on dirait. Je ne dirais pas paranoïaque. Ce qu'il dit, lui, c'est que les Européens sont rendus à un tel niveau de puissance et de richesse qu'ils pourraient s'occuper de la défense de leur continent. Et ça, tout le monde le constate depuis une vingtaine d'années. En même temps, faut pas oublier que les Européens, ça représente pas une entité unie. C'est pas comme c'est pas comme les États-Unis avec un seul centre de pouvoir à Washington, avec un ministère de la Défense qui reçoit 1000 milliards de dollars de budget militaire pour pouvoir s'occuper de tous ces engagements à travers le monde. L'Europe, c'est 27 pays pour l'Union européenne, mais c'est 45 pays si on prend le Conseil de l'Europe. Et tous ces pays-là ont chacun leur ministère de la Défense, et chacun leur processus d'achat d'armes. Donc, il n'y a pas d'unification ici. Il y a un budget énorme, il y a des forces armées importantes, mais il n'y a pas d'unification. Deuxièmement, il y en a beaucoup qui ont profité des dividendes de la paix, comme on dit. Alors, l'Union soviétique s'était effondrée, la Russie représentait pas de danger, les Américains étaient en Europe ou à peu près allaient de toute façon s'occuper de la défense européenne. Donc, il y a eu un laisser-aller chez les Européens. Et là, je pense que celui qui a le plus attiré l'attention du monde là-dessus, c'est le président Emmanuel Macron, mais aussi ses prédécesseurs, qui disaient il faut organiser la défense européenne. Les Américains ne seront pas toujours là. Eh bien voilà, nous y sommes là. Nous y sommes. On a une génération qui va prendre le pouvoir au mois de janvier et ça risque d'aller mal cette fois-ci. Monsieur Coulon, dans vos différents postes, vous êtes, oui, bien sûr, au Cérium, mais vous avez aussi beaucoup agi au nom du gouvernement fédéral, du gouvernement d'Ottawa en politique internationale. Vous travailliez à l'époque avec Stéphane Dion, qui était l'ambassadeur du Canada à l'époque, ou le ministre des Affaires internationales, pardonnez-moi. Mais et vous référez à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui, dans le conflit de l'Ukraine, c'est justement beaucoup occupé de parler avec Poutine, se voulait l'intermédiaire et ça rencontre exactement votre façon de voir les trucs, c'est-à-dire il faut pas fermer les ponts avec un pays qui nous dérange. C'est quelque chose auquel vous croyez beaucoup et vous avez beaucoup soutenu M. Macron, j'imagine. Oui, moi j'ai toujours soutenu Macron. Maintenant, Macron s'est heurté à un mur en février 2022 puisque Poutine a envahi une partie de l'Ukraine. Alors, le dialogue a été rompu à ce moment-là, mais il était important de le maintenir. Faut pas oublier une chose. Nous maintenons toujours nos ambassadeurs à Moscou. Nous avons une ambassadrice à Moscou, comme tous les pays européens ont des ambassadeurs à Moscou, les Américains aussi. Donc, les liens ne sont pas rompus. Le ministre américain de la Défense, M. Austin, a parlé pour la première fois depuis un an avec son homologue russe. On n'a pas su le contenu de la conversation, ni même la longueur, mais en tout cas, il parlait pas du beau temps. Ça, c'est sûr. Et donc, moi, je pense qu'il faut toujours maintenir le dialogue parce que, vous savez, la Russie va pas changer de place. Elle est en Europe et les pays qui ont une frontière avec la Russie doivent, à un moment donné, dealer avec la Russie. C'est pour ça que le premier ministre hongrois, que bien des gens aiment pas, a décidé d'aller à Moscou puis à Pékin, mais il est allé voir Zelensky aussi à Kiev pour essayer de maintenir le dialogue. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que lundi, au moment où Vance devenait le vice-président, le nominé pour la vice-présidence, Monsieur Zelensky a annoncé non seulement la tenue d'une conférence de paix sur l'Ukraine, mais qu'il inviterait les Russes.
Alors, je sais pas si c'est une coïncidence. Vous voyez un lien entre les deux, vous? Ben, écoutez, les Ukrainiens aussi lisent les sondages. Alors, ils se disent qu'est-ce qui va arriver au mois de novembre. D'ailleurs, la conférence sur la paix aura lieu après l'élection du 5 novembre. Alors, peut-être que ce serait responsable de la part de tous les acteurs de commencer à réfléchir à la transition ici. Alors, est-ce que les Russes sont prêts à ouvrir le jeu? Ça, c'est une autre question aussi. Monsieur Coulon, il y a des... revenons à notre politique, parce que la politique internationale, donc les États-Unis, sont investis depuis des décennies, et je pense que vous avez quand même été souvent assez critique du ton de nos relations internationales. Aujourd'hui, Mélanie Joly, je pense, est l'écho de l'approche de Justin Trudeau. Quelle est votre appréciation de la situation actuelle des relations internationales du Canada? Écoutez, je veux pas me donner l'influence que j'ai sans doute pas, mais j'ai toujours argumenté en faveur du dialogue avec la Chine, avec la Russie, avec tous les pays du monde. Parce que la diplomatie, les négociations de paix, ça se fait pas juste avec nos amis, ça se fait surtout avec nos ennemis. Bien sûr. Ça, c'est, n'est-ce pas, la leçon de milliers d'années de diplomatie. Or, on peut pas dire que le Canada a brillé là-dessus pendant longtemps. Et je pense que Mme Joly a commencé à comprendre, lorsqu'elle a été nommée en 2021, que là, il fallait ouvrir l'espace de négociation. C'est vrai, on a eu une mauvaise relation avec la Chine à cause des deux Michael, et puis l'Inde, évidemment. Et je remarque que on a plus envie de se rabibocher avec l'Inde qu'avec la Chine. Oui. Mais en même temps, la Chine a tué aucun de nos ressortissants. Alors que l'Inde est accusée d'avoir assassiné un Canadien. Ouais. Donc, vous voyez que derrière ce rapprochement avec l'Inde, c'est toute la stratégie menée par les Américains pour encercler la Chine et s'arranger pour avoir des alliances tout autour de la Chine. Donc, c'est pas parce qu'on aime les Indiens, c'est surtout parce qu'on a dans le viseur la soi-disant menace chinoise. Alors, j'apprends aujourd'hui que Mme Joly s'en va à Pékin pour rencontrer son homologue chinois. J'espère que c'est pour planifier la prochaine visite de M. Trudeau en Chine parce qu'il est le seul leader occidental à ne pas être allé en Chine depuis 3 ans. Tous les autres sont allés en Chine parce qu'il faut maintenir le contact. Bien sûr, et compte tenu du poids des échanges, parce que, quoi qu'on en dise, tellement de produits qu'on importe viennent de Chine. En terminant, M. Coulon, puis-je vous demander si vous croyez qu'ultimement, l'inaction climatique par rapport à la pollution émise par les sables bitumineux en Alberta pourrait mener à un blâme international envers le Canada en disant, écoutez, là vous devez régler ce problème-là. Au prorata, c'est très important. Ben là, vous me prenez dans un espace qui est pas ma spécialité. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai étudié, mais il est évident que si le Canada ne respecterait pas ses engagements, je sais pas s'il y a un processus pour blâmer un pays dans le système des négociations sur les changements climatiques. Les accords de Paris et de Kyoto, bien sûr. Mais en tout cas, certainement que certains pourraient pointer du doigt le Canada. Et avant de vous laisser partir, une toute dernière petite question. Il y a une rumeur que Stéphanie Touga, notre chroniqueuse politique ici, a amenée, comme quoi il est possible que Mme Freeland retourne aux affaires internationales. En avez-vous entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ah oui, vous aussi? Moi, j'ai entendu parler de ça à travers le Globe and Mail, bien sûr, comme tous les autres. Et là, il faut se demander, est-ce que c'est une démotion parce qu'elle pourrait aussi garder son titre de vice-première ministre, donc on pourrait abrier les choses. Mais comme vous savez, la rumeur à Ottawa, c'est que c'est Mme Freeland qui gouverne, qui est la véritable première ministre. Parce que c'est la ministre de tout, d'ailleurs.
C'est l'expression qu'on utilise parce qu'elle s'occupe des relations fédérales provinciales, elle s'occupe des finances, elle est vice-première ministre, etc. Donc, elle emmène large. C'est l'adulte dans la pièce. C'est l'adulte dans la pièce, mais ce qui est vicieux, c'est que le bureau du premier ministre laisse couler l'information qu'elle n'est pas à la hauteur. Je m'excuse, si elle n'est pas à la hauteur, le premier ministre ne doit pas l'être. Parce que c'est pas possible. Ben, M. Coulon, merci d'avoir accepté de sortir un peu de votre zone totalement confortable et je vous remercie d'avoir partagé vos informations si précieuses. Jocelyn Coulon, qui est chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal au Cérium. Merci beaucoup.